Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais le test du Sigma 1850 f2.8 DCDN en monture Canon, donc à destination des APS-C Canon, même si vous pouvez le monter évidemment aussi sur les capteurs plein format puisque c'est la même monture. Allez, juste avant que vous regardiez cette vidéo, 20 secondes pour vous faire découvrir mes formations en ligne, initiation à la photo pour maîtriser la technique et former son œil de photographe pour libérer votre créativité, apprenez à développer vos RAW sous Lightroom ou Capture One et bien sûr apprendre à aimer Photoshop. 15 000 photographes ont fait confiance à mes méthodes, pas de blabla, pas de termes pompeux, tout est expliqué en langage simple. Scannez ce QR code ou rendez-vous sur damienbernal.com. Un œil sur la fiche de spec, on est sur un équivalent, alors non, voilà, c'est pas 27 mm, mais c'est 28,8, puisque ici on a un crop 1.6 chez Canon, et donc on va pas vraiment avoir de grand angle, hein. On est quasiment à 29 mm, on peut plus dire qu'on est grand angle. 7 lamelles, 2.8 à f22, évidemment on a d'autofocus, il n'est pas stabilisé. 13 éléments repartis en 10 groupes. Il est par contre étanche à la poussière et à l'humidité. Diamètre 55 mm. Et comme vous pouvez voir, hein, on est sur un objectif qu'on adore parce qu'il est microscopique, hein, clairement. Et il ne pèse que 298 grammes, malgré une polyvalence qui est quand même assez belle, hein. Et on peut même faire un peu de proxy macro puisqu'on atteint un rapport d'agrandissement de 0,3. Et il est disponible pour 549 €, ce qui est un peu plus cher, hein, qu'au prix où il est sorti en 2021 pour Sony. Mais il est passé à 549 € maintenant sur toutes les montures. Et cet objectif, c'est une bénédiction pour les APS-C Canon parce que enfin, on a du f2.8 constant. Jusqu'à maintenant, les objectifs de kit sont plutôt bons. Enfin, on est sur du 6.3, quoi. Là, 2.8 constant. Sur un portrait, on va tout de suite voir la différence avec une belle séparation des sujets et un joli bokeh. Et surtout, une polyvalence qu'on connaît, hein, pour tout ce qui est 18-50 mm et en basse luminosité. Ici, on fait la photo à 1600 ISO, alors qu'avant, avec les objectifs de kit, on était à 12008, donc une bien meilleure qualité aussi. Et voilà, donc quelles que soient les situations, y compris quand vous voulez vous approcher d'un objet pour faire un gros plan, c'est un objectif sur lequel vous allez pouvoir compter, et pour moi, c'est vraiment un bel apport pour la monture. Et en termes de polyvalence, ça c'est 18 mm, ça c'est 50 mm. Vous voyez, ça c'est 50 mm, je vais dézoomer jusqu'à 18 mm, juste pour vous montrer la polyvalence focale d'un zoom comme ça, c'est le zoom avec lequel on se balade partout pendant les vacances. En termes de piqué, le capteur du Canon R7 33 millions de pixels est plus exigeant, hein, que les APS-C Sony, mais franchement il les tient bien. Au centre, dès la pleine ouverture, pour moi c'est excellent. Je vois pas vraiment d'amélioration à fermer un peu. Par contre, ça s'effondre vite, hein. À partir de F11, il n'y a plus grand monde. Et sur les bords, bah écoutez, sur les bords, effectivement, c'est moins bon qu'au centre. On est plutôt bon ou très bon. Il va falloir fermer au moins d'un cran, hein. Vous voyez, à F4 ici, pour avoir une homogénéité satisfaisante. Et pour être excellent, on va plutôt attendre 5.6. Mais si vous voulez faire du paysage, à 18 mm f5.6, il tient 33 millions de pixels et il est homogène. À 50 mm, même tarif, c'est-à-dire qu'au centre, ça tient très très bien les 33 millions de pixels et ça s'effondre par contre à partir de F11. Et sur les côtés, bah écoutez, c'est quand même déjà très bon, hein, je trouve, sur les côtés à 50 mm. Si vous décalez un peu le visage d'un portrait, que vous le mettez sur une ligne des tiers, vous allez avoir un piqué qui est vraiment honorable. Après, c'est sûr que on s'améliore un peu si vous voulez faire du paysage à 50 mm, à fermer à 5.6. Vous allez vraiment gagner en homogénéité. C'est un objectif où on peut faire de la proxy macro, rapport de grossissement 0,3. Vous voyez ici, hein, c'est une petite fleur comme ça. Et le piqué est top, hein, même si ici, évidemment, il y a la profondeur de champ qui est limitée. Et voilà, moi, je trouvais qu'on pouvait s'amuser finalement. Vous voyez ici, il y avait une petite sauterelle, elle était toute petite. Mais le piqué qu'on obtient à la distance minimale de mise au point est excellent. Idem, hein, j'ai pas eu grand chose à dire sur la qualité du bokeh. Il m'a semblé très doux. Il met en valeur les visages. Et vous voyez là, j'ai essayé juste pour voir différents fonds en fonction des types de lumière. On voit que les ronds de bokeh restent globalement bien ronds, hein, au centre. Et même ici sur le côté, il était plutôt très rond. Donc voilà, moi je trouve que c'est un excellent bokeh, très doux, qui va mettre en valeur vos sujets. En termes autofocus, sur une rafale à 30 images par seconde sur le Canon R7, bah, je dois dire que j'ai été bluffé parce que regardez, ça tient bien les 33 millions de pixels. Regardez la séparation des sujets, le détail, les couleurs. Pour moi, tout y est là pour le coup. Et regardez ici, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est généralement les Sigma décrochent sur les dernières photos. C'est pas le cas ici. Regardez la toute dernière photo, il y a plus qu'un bout de l'œil qui sort et on voit qu'il a rafraîchi la mise au point. Là pour le coup, elle passe vraiment à très très proche de l'objectif. Généralement ça décroche, ici ça n'a pas décroché. Donc pour moi il tire pleinement parti de l'autofocus Canon. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose en autofocus vidéo, hein. Ici je vous ai ralenti évidemment la scène, mais quand on regarde bien jusqu'à la dernière image, hop, vous voyez, là, elle est encore nette, hein.
Donc, en termes d'autofocus, pour moi, c'est aussi bon que du natif. C'est un objectif avec lequel vous pouvez faire du vlog. Alors certes, hein, il va falloir tendre un peu plus le bras que si vous étiez sur un ultra grand angle. Ici, j'ai activé la stabilisation électronique pour voir un peu le type de résultat qu'on obtient. Et on s'aperçoit que ça bouge pas. Hein. Ici, on est sur un objectif qui n'est pas stabilisé. Donc là, on dépend uniquement de la stabilisation du capteur et de la stabilisation électronique qui va faire un crop dans votre image pour stabiliser le plan avec des données gyroscopiques. Et franchement, le résultat, pour moi, il est top. Il est aussi bon, en fait, finalement, qu'avec un objectif natif. Il va avoir, par contre, les mêmes problèmes. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient sur un Canon R7, parfois, on focus sur l'arrière-plan, parfois, le tracking, il est un peu perdu. C'est vrai que c'est le type de comportement qu'on a parfois aussi obtenu ça. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas spécifique au Sigma. C'est des cas que j'ai aussi rencontrés avec des objectifs natifs. C'est dû probablement au Canon R7 qui parfois divague un peu. Et pas spécialement de phénomène de wobbling. C'est ce que je regardais ici dans cette vidéo. Est-ce que dans les coins, ça vacillait ou pas en termes de stabilisation? Est-ce qu'il avait du mal à communiquer avec l'objectif? C'était pas le cas. Et je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur la compatibilité, les limites qu'impose Canon à Sigma. Mais la bague de mise au point qui est ici, on peut l'utiliser aussi bien en linéaire qu'en non linéaire. On est sur un objectif qui a pas mal de vignettage. Effectivement, il disparaît dès que vous fermez d'un stop, mais c'est vrai qu'il est bien présent. Alors le vignettage, vous ne le voyez pas sur les JPEG puisqu'il est automatiquement corrigé. Et on a les profils de correction dans les logiciels de traitement. La résistance au flair est moyenne, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique, on n'a pas du flair atroce dans toutes les photos, mais quand vous êtes face au soleil, clairement vous pouvez avoir quelques billes de flair dans votre photo, ça ne sera pas quelque chose d'exceptionnel. C'est pareil, j'ai trouvé que c'était un peu moyen sur sa gestion des aberrations chromatiques. Quand on regarde bien, on va en trouver sur la majorité des photos où dès que vous avez un contraste élevé, vous avez quand même une belle aberration chromatique. Et sur cette photo-là, on le voit bien aussi, avec un espèce de color cast vert qui est apparu à cet endroit-là. Juste pour dire, voilà, la gestion des aberrations chromatiques, c'est moyen. Distorsion en barillet à 18 mm, distorsion en coussinet à 50 mm. Là encore, la distorsion, elle est corrigée en JPEG, vous ne la voyez pas directement dans le boîtier. Et en RAW, vous avez des profils de correction, c'est pas quelque chose de gênant. Enfin, le Sunstar est présent, on arrive à en obtenir un, mais il n'est pas exceptionnel. Bon là, forcément, dans les 2 dernières minutes, on a vu les défauts optiques et clairement, on est sur du milieu de gamme dans les objectifs, donc c'est normal qu'il soit moyen à ce niveau-là. Il faut forcément des compromis pour avoir un objectif aussi compact, aussi léger et aussi abordable, entre guillemets. Ça ne doit pas faire oublier les qualités de piqué de cet objectif qui tient 33 millions de pixels au centre et qui est très bon en termes d'homogénéité sur les côtés et surtout son excellent autofocus et son excellente compatibilité avec la monture Canon où vous perdez absolument rien par rapport à un objectif natif. C'est dispo chez ipln.fr. Vous pouvez soutenir mon travail avec le code créateur Damien. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Salut!